J'ai tout le temps ça quand je filme un truc, mais je filme peur de tout recommencer. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. De la restauration aux réseaux sociaux, il n'y a parfois qu'un pas. De Bruxelles à Marrakech, en passant par Lisbonne, il a fait de l'hospitalité le moteur de sa carrière. Salut Pierre. Hello Florence. Il y a plusieurs années, tu participes à la création d'un lieu de restauration à Bruxelles qui explose grâce aux réseaux sociaux. Il y a 7 ans, tu crées ton agence digitale WeShare Agency, spécialisée dans les petits commerces, les restaurants et les hôtels. Récemment, tu as rénové 2 riads à Marrakech. On va parler de tout ça ensemble. Alors la tradition dans Social Kids, c'est que l'invité se présente. Et pour se présenter de manière un peu originale, je propose que tu nous lises ta bio Instagram. Donc je te propose de prendre ton iPhone. Ça va être très très rapide, parce qu'elle est très minimaliste. Tu as dû le voir. Oui. Alors on a 2 villes. Il y a déjà mon nom, Pierre de Grève, ça c'est l'évidence. Jamais eu de pseudonyme à ce niveau-là. 2 villes, Bruxelles et Marrakech. Je suis clairement bruxellois, né à Bruxelles, parents bruxellois, j'ai grandi ici. Je suis très lié à cette ville quand même par la force des choses. Et de manière un peu plus récente, Marrakech, on va en parler, mais c'est vrai que depuis quelques mois, je passe beaucoup plus de temps là-bas qu'à Bruxelles. Du coup, ça fait partie de ce que je fais pour le moment. Ensuite, on a 3 comptes Instagram. WeShare, mon agence de com digital qu'on connaît. Et puis, plus récemment, 2 riads que je viens d'ouvrir à Marrakech. Ça m'a pris beaucoup de temps cette dernière année, donc c'est vrai que ça avait toute sa place dans ma bio. Trop bien. On va parler de tout ça ensemble. Petit disclaimer, si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils sont expliqués en description de l'épisode. C'est parti avec la première question. Pour donner un peu de contexte et te connaître un peu mieux, tu viens à la base du monde du marketing, mais aussi de la mode et de la restauration. C'est quoi un peu le début de ton parcours ? Alors, quand j'ai terminé mes études humanitaires, j'étais un peu perdu. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose de créatif. Je viens d'une famille assez créative, parce que mon papa est antiquaire. On a toujours été tout ce qui était histoire de l'art, déco et tout. C'était toujours important pour nous. Je sais pas trop quoi faire, donc je suis parti 1 an aux États-Unis où j'ai fait une année un petit peu qui était plutôt dédiée à apprendre l'anglais, mais où j'ai quand même fait histoire de l'art dans un collège là-bas. Donc on restait dans ce thème-là. Et quand je suis rentré, je me suis dit en fait finalement, on était une époque où il y avait pas beaucoup, on parlait pas beaucoup des options qu'il y avait pour tout ce qui était créatif. Il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, donc c'est vrai qu'on devait un peu se débrouiller. Et pour moi, un raccourci assez facile pour faire quelque chose de créatif et de fun, c'était faire de la mode. Parce que j'adorais les vêtements, je trouvais que c'était un passage assez facile. Et il y a pas mal d'écoles qui proposaient ce type de formation. Du coup, j'ai opté pour ça, mais quand même avec un côté un peu plus marketing et aussi orienté sur tout ce qui était production. Parce que déjà, le côté business m'intéressait plus que le côté seulement créatif. J'ai étudié ça pendant 3 ans. Mon stage de fin d'année, c'était chez Essentiel à Anvers. Et ils m'ont engagé. Donc finalement, je m'étais dit, pourquoi pas continuer, faire quelque chose plutôt dans le marketing, mais comme je rêvais de travailler, j'avais juste envie d'indépendance. J'ai accepté, j'ai déménagé à Anvers et j'ai commencé à travailler pour Essentiel. Ensuite, j'ai enchaîné un petit peu des jobs dans ce milieu-là. Je me suis assez vite fatigué de la mode parce que je me rendais compte qu'il y avait déjà à l'époque un peu ce côté surconsommation qui marchait pas trop avec ce que moi j'aimais. Et puis j'ai commencé à travailler en marketing pour un site qui à l'époque s'appelait Vente Exclusive, qui est devenu VP. Enfin, ils ont été rachetés, mais donc toujours un lien avec la mode, mais beaucoup plus digital puisque tout était vendu en ligne. Et à cette époque-là, on nous demandait quand même de commencer à comprendre comment on allait vendre les choses sur Internet, en tout cas via les réseaux. Donc là, on a commencé à pas mal créer le compte Instagram, penser le contenu pour les réseaux, pas seulement pour le site. Et en parallèle, j'ai participé à la création d'un restaurant à Bruxelles. Et oui, tout s'est un peu enchaîné comme ça de manière peu classique, je dirais. C'est vrai que mon expérience professionnelle a vraiment été assez diversifiée. Mais c'est aussi pour ça qu'on te voulait au micro de Social Kids. On trouvait que c'est un parcours hyper intéressant qui va vers le digital de manière assez naturelle finalement. Donc tu le disais, après Anvers, retour à Bruxelles.
et tu participes à la création d'un lieu de restauration. À l'époque, c'est le tout début d'Instagram et vous êtes un des seuls restaurants à vous prêter au jeu des réseaux sociaux. L'algorithme était totalement différent à l'époque et du coup, ça explose. Tu nous expliques un peu? Ouais, du coup, je me souviens, j'avais fait un voyage à Berlin à l'époque et j'avais halluciné de ce qu'on pouvait manger dans cette ville. À Bruxelles, concrètement, on avait que des trucs super classiques. On parle de 2015, hein, donc c'est pas hier. Et ne rajeunit pas. C'est vrai que on avait déjà des options vegan, sans gluten, des toasts à l'avocat, des laits végétaux, du matcha, plein de choses. Et je suis arrivé à Bruxelles, je me suis dit, waouh, mais en fait, on n'a rien de tout ça. Donc, créons un lieu qui propose ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet. Et en parallèle, c'est vrai que moi, j'étais déjà très connecté. J'adorais être sur Pinterest. J'avais des boards avec plein de restaurants que j'avais repérés en Australie, parce qu'ils étaient vraiment en avance là-dessus. Scandinavie, Australie, c'était très brunch places. Voilà, ce type de nourriture qui maintenant est hyper commune chez nous, mais à l'époque, c'était assez nouveau. Et c'est vrai que je suivais déjà pas mal de comptes à l'étranger sur Instagram, mais en Belgique, il y avait un restaurant qui s'appelait Henri et Agnès, qui était un restaurant de brunch qui était sur Instagram, mais à part ça, pas grand monde. Donc on a créé le lieu, mais c'est vrai que dans la réflexion du lieu, on a toujours déjà pensé à ce qu'il soit photogénique pour les gens. C'était assez nouveau à l'époque, mais pour moi c'était une évidence que je suivais tellement de comptes comme ça, je me suis dit waouh, si on arrive à faire des tables en marbre blanc, des plantes. Je me souviens à l'époque, j'avais été chercher des coussins au Maroc pour avoir ce côté déjà un peu ethnique, de la vaisselle. Voilà, tout était vraiment déjà pensé pour que, au-delà du fait qu'on serve quelque chose qui était super qualitatif au niveau de la nourriture, on crée une expérience complète pour le client, qui allait en plus de ça probablement être prise en photo, postée sur les réseaux sociaux et faire de nous des superstars. Et c'est vrai que ça s'est un peu passé parce qu'on a créé le compte. Pour les besoins justement du podcast, je suis retourné jusqu'au voir les premiers posts, donc c'est 2015. Après quelques semaines, je vois on remercie nos followers parce qu'ils sont déjà 5000. Ce qui est vraiment compliqué à faire aujourd'hui, donc ça allait très vite. Le compte est vite arrivé à des milliers de followers. Moi, j'étais en salle à l'époque. J'avais tendance à demander aux gens, quand ils parlaient pas français, comment vous nous avez trouvés. Mais on avait des gens qui venaient du Koweït, des gens qui venaient de Gand. Il y avait de tout. Le week-end, qui venaient manger, ils nous disaient toujours Instagram. On se rendait compte aussi que les gens ne regardaient pas le menu. Ils nous montraient les photos sur Instagram. Je veux ça, c'est quoi ça sur le menu. Et là, on s'est dit, mais waouh, c'est fou. Parce que c'est vraiment l'impact que cette plateforme gratuite a sur nos ventes est énorme. Et à l'époque, en plus, on a des iPhones, donc on fait les photos, on arrive à créer finalement un petit univers facilement. Et c'est vrai que c'est là qu'en tout cas est né mon intérêt pour les réseaux sociaux dans ce milieu-là. C'est l'Instagram dont tout le monde rêverait aujourd'hui, en fait. L'algorithme, il était incroyable. Incroyable, vraiment. Autant sur nos comptes personnels que sur les comptes des restaurants. Ça a explosé hyper vite. Toutes les photos étaient vues par tout le monde. Après, ça a du sens aussi. C'est vrai que j'essaie toujours d'expliquer à nos clients aujourd'hui quand ils disent « Mais pourquoi est-ce que ma photo se voit pas ?» Je dis « Il faut juste comprendre qu'on est de plus en plus. On doit tous rentrer dans le même petit tuyau. Forcément, on a qui reste sur le côté. C'est comme un trafic en fait de voitures avec un tunnel. Donc voilà, on n'était pas beaucoup. On avait beaucoup de visibilité. C'était nouveau. Tout le monde était hyper emballé. Tout le monde mettait des petits likes, des commentaires, partageait. Et c'est vrai que ça nous a bien servi à l'époque. Et ceux qui ont réussi à cette époque-là à se digitaliser dans les premiers, je pense que c'est les marques et les business qui ont le mieux fonctionné et qui c'est encore le cas aujourd'hui. Donc suite à ça, tu réalises l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la visibilité des commerces. Est-ce que c'est un peu ça le moteur qui te donne envie de créer ton agence 100%. Je pense que ça m'a... À l'époque, je me dis même pas que je vais créer une agence, mais c'est en fait, il y a des gens qui venaient nous demander qui fait vos photos, qui fait votre page Instagram. À l'époque, on dit c'est lui qui travaille ici. Mais tôt ou tard, je dis en fait, pourquoi pas en faire une autre source de revenus. Et surtout, en étant bruxellois, j'avais plein de lieux que je connaissais, mais que je trouvais qu'ils n'avaient pas la fréquentation qu'ils méritaient. Des restaurants dans le bas de la ville, par exemple, des institutions, un club où j'allais avec mes parents, je trouve ça génial. Mais je les cherchais sur les réseaux, sur Internet, ils n'avaient pas de présence digitale. C'est ça que je me suis dit aussi, waouh, ça serait génial d'aider ces gens qui sont d'une autre génération, qui sont peut-être un peu voués à disparaître parce qu'il y a tous les nouveaux restaurants qui ouvrent et qui vont se digitaliser. Les aider aussi à avoir cette présence et à montrer ce qu'ils font en ligne. Donc il y avait cette envie-là.
une envie de me diversifier comme toujours, hein, j'avais toujours eu ce besoin. Et puis, notre premier client, c'était le Jam Hotel. Il venait d'ouvrir chez Charleroi, il avait une piscine sur le toit, c'était l'endroit où tout le monde voulait être. Et ils n'étaient pas présents sur les réseaux sociaux. Je connaissais l'agence de presse qui s'était occupée de l'ouverture, donc je les ai approchés et on a fait leur page Instagram. Donc c'est notre premier client, mais à l'époque, moi je travaillais 7 sur 7 dans le restaurant et je faisais ça comme ça le week-end. C'était un hobby. C'est vrai que de fil en aiguille, j'ai eu 4, 5, 6, 7, 8, 9 clients et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un potentiel. Mais il y avait pas, à l'époque, j'ai pas le souvenir qu'il y avait une autre agence qui faisait vraiment ça. Il y avait des freelances qui commençaient. Une amie à moi, d'ailleurs, qui a toujours une agence maintenant qui fait la même chose. Mais on était vraiment, ça s'est construit un peu comme ça. On comprenait pas ce qu'on faisait, en fait. On prenait des photos, on les postait, on essayait que ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de stratégie derrière. Et voilà, c'était un petit peu un hobby, mais qui à un moment donné prenait du temps, rapportait de l'argent. C'est comme ça qu'est née l'agence. C'est comme ça que WeShare est né. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, tu t'entoures aussi du coup d'une équipe. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs années qu'on existe. Il y a eu pas mal de changements dans l'agence, mais c'est vrai qu'on a très vite réalisé qu'en fait, on avait envie de faire le maximum de choses en interne. Donc, on s'est entouré de gens qui pouvaient faire un peu de tout, parce que c'est vrai qu'il y avait la photo, qui était moins importante à l'époque, parce qu'à l'époque, on faisait tout à l'iPhone. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo sur Instagram, donc c'était que des photos. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Donc c'est vrai que il y avait des besoins différents, mais c'est vrai on a vite réalisé aussi si on avait envie de bien faire rayonner nos clients, on avait besoin de créer du storytelling, il fallait des gens qui puissent écrire, de la stratégie. Et très vite, il y a eu tout ce qui était ads et tout. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire un maximum en interne, parce qu'on a toujours voulu s'adresser à des petits commerces. C'est une envie qui reste présente aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'adore faire. J'adore le contact avec ce type d'entreprise. Et donc, c'est vrai que pour pouvoir s'adresser vraiment à ce type de commerce, être hyper disponible pour eux et surtout pratiquer des budgets qui étaient possibles. C'est vrai que c'est pas des grosses boîtes qui ont la possibilité d'avoir des budgets. On devait faire un maximum de choses en interne. Donc très vite, on a essayé de créer une équipe très couteau suisse où on pouvait faire de la photo, du copy, poster, gérer un peu tout, se former. Et voilà. Aujourd'hui, on reste une toute petite agence, on est 4, mais c'est vrai qu'on arrive à faire pas mal de choses. On fait de la photo en interne, de la vidéo. On rédige des newsletters. On sait faire des campagnes de ads. Voilà. C'est vrai on est très couteau suisse. Et quand on n'arrive pas et qu'on a un besoin, on prend des freelances avec qui on travaille. Et donc WeShare est quand même spécialisé dans un secteur d'activité, donc restauration, hôtel. Quand on est toujours dedans, on est évidemment toujours au courant des dernières tendances, donc ça c'est un avantage. Mais est-ce que t'as pas peur à un moment de faire un peu tout le temps la même chose? Comment est-ce que tu fais pour te renouveler et rester créatif? C'est marrant parce que c'est la question numéro 1 qu'on a quand on pitch un client. Il nous dit toujours, mais comment vous allez faire pour pas faire la même chose chez nous que chez l'autre? Et en fait, pour moi, c'est une évidence. Ça ne me vient jamais à l'esprit parce qu'en fait, l'agence est au service de nos clients. On n'est pas une agence avec quelqu'un qui a créé l'agence, qui a une forte personnalité. On n'est pas photographe de base. Moi, j'ai tout appris sur le tas, donc c'est pas que je suis un artiste qui a besoin d'imposer sa vision. Et donc, en fait, finalement, quand on rencontre un client, notre priorité, c'est vraiment de comprendre son idée, parfois qu'il n'a même pas réussi à vraiment aboutir dans son lieu, parce qu'il s'est inspiré de plein de choses. Peut-être le lieu leur ressemble vraiment, on se dit ok, c'est sur les réseaux et en digital qu'il va pouvoir justement montrer toutes ses idées et vraiment peaufiner l'image qu'il a imaginée. Et d'ailleurs, on a une présentation comme ça que je montre aux clients quand on pitch un client, où on a tous nos clients l'un après l'autre. Et c'est fou parce que quand je passe d'une page à l'autre, c'est des univers complètement différents. Et nous, c'est ce qu'on adore faire, c'est en fait créer l'univers de notre client digitalement, mais sans imposer notre style à nous. Donc c'est vrai que se renouveler d'un client à l'autre, c'est pas un problème. Après, c'est évident qu'il y a des trends comme ça qui passent. On essaye de pas trop faire ça non plus, parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu un malaise comme ça quand je passe d'un compte à l'autre. Que je scrolle et que je vois la même vidéo dans un café en Australie, puis dans un truc à Singapour, et puis un truc à Paris. Je me dis, voilà, c'était juste une idée de quelqu'un qui était genius, et tout le monde l'a copié. Est-ce que c'est vraiment... Voilà. Donc on essaie de peut-être pas tomber là-dedans pour éviter de faire la même chose chez tout le monde, mais par contre, de vraiment créer un univers au niveau de la retouche, au niveau du branding, tout ça, ça vient assez naturellement quand on commence à travailler avec un client. Et WeShare propose aussi de l'événementiel. Donc à un moment, il y a aussi une envie de dépasser les barrières du digital et d'aller à la rencontre des gens dans la vraie vie. Clairement, je pense que ça vient aussi du fait que je suis pas né dans le digital, que c'est quelque chose qui est venu et qui nous manque en permanence. Après, ça rejoint aussi
mon amour pour l'hospitalité, créer des lieux, créer des univers. On a fait pas mal de beauté aussi, donc c'est vrai qu'il y a des marques qui nous ont permis de faire des beaux dîners, des beaux événements aux quatre coins de la Belgique, avec des influenceurs, des journalistes, de créer vraiment des univers. Et le contenu qui en ressort est tellement fort, parce que les gens passent un bon moment et ça se ressent. Et finalement, quand on demande à quelqu'un de créer du contenu chez lui ou dans un studio, ou quand ce contenu est créé spontanément lors d'un événement, c'est très différent, ça se ressent fort. Et puis voilà, c'est aussi une envie de créer une expérience qui passe par plusieurs choses visuelles, avec une scéno qui peut être intéressante, puis vraiment toujours quelque chose autour de la nourriture qui est agréable à manger, qui crée des émotions. Mais c'est un tout en fait, et c'est la même chose quand j'imagine un restaurant ou un hôtel, voilà, c'est plus une impression globale, et un événement, et puis bon, finalement, tellement gai de rencontrer les gens, de parler avec eux, de rigoler, de boire un verre, de danser. Et c'est vrai que ça nous manque un peu, je crois, dans le digital, et les nouvelles générations qui ont connu que ça, on dit parfois, oh là là, ça doit être un peu dur. Ouais, je suis d'accord. Et un jour, tu décides de faire grandir l'agence, de voir plus loin et de la développer à l'étranger, à Lisbonne et à Marrakech. Pourquoi cette décision? Est-ce qu'il y avait un potentiel social media dans ces régions-là? Je pense que je fais rarement des choix très stratégiques. Ça va décevoir peut-être. Les choix du cœur. Ouais, vraiment, c'est toujours assez spontané. Et c'est par rapport à des opportunités. Le Portugal, on a des très chouettes clients là-bas. Une personne qui développe des restaurants incroyables. Et je pense qu'il y a peut-être un manque et je pense qu'il y a ça dans beaucoup de pays, un manque d'agences qui créent du contenu, mais qui ont un côté un peu stratégique, et aussi vraiment un réel accompagnement structuré des clients. Ça passe par des choses super ennuyeuses, du type des plannings validés à l'avance, des choses comme ça, mais ça fait partie aussi du service qu'on offre à nos clients, et qui permet à ces clients de déléguer cette partie de manière très sereine, parce que c'est super important pour eux. C'est hyper émotionnel souvent, parce que c'est un peu la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'ils montrent aux gens, c'est là qu'ils sont jugés. Donc c'est super important pour eux, mais ça doit pas être quelque chose qui prend trop de temps. Donc c'est vrai que le service qu'on offre est assez complet, et permet aux gens de vraiment déléguer ça de manière sereine. Et à l'époque, en tout cas, où on a commencé à travailler à Lisbonne, je pense que ça manquait peut-être sur ce marché d'avoir une agence comme ça. Du coup, on fitait bien. Le Maroc, c'est plus récent, mais le constat est assez similaire. Et nous, de notre côté, je pense que ça passe par quelque chose de très simple. Cette envie d'aller à l'étranger, souvent, c'est vers le soleil, parce que toute personne qui crée du contenu sait à quel point c'est difficile de le faire en Belgique, parce qu'on manque de lumière. Et voilà, c'est vrai que c'est super gai d'aller à l'étranger créer du contenu, profiter de ces magnifiques lumières. Aussi, je pense que la Belgique, au niveau de tout ce qui est hospitalité, est parfois un peu timide, un peu en retard, pas beaucoup de prise de risque. On regarde souvent ce qui se fait à l'étranger, puis on le fait ici. Aller à l'étranger vers des régions qui sont souvent plus touristiques, ça permet quand même de travailler pour des clients qui ont une vision un peu plus moderne, et qui mettent un peu plus de budget dans leur lieu. Forcément, c'est plus chouette aussi de créer du contenu là-bas. Et ouais, voilà, c'est plutôt une envie de s'amuser au final en allant à l'étranger. C'est super chouette de pouvoir emmener mon équipe là-bas. C'est des bons moments ensemble, et puis c'est valorisant, c'est chouette, c'est diversifié. Donc voilà, c'est plutôt le plaisir d'aller à l'étranger, de rencontrer des clients qui font des choses différentes de nous. Et les restaurateurs à Marrakech, ils ont quel rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que tu les abordes de la même manière qu'en Belgique? Je pense que Marrakech ou d'autres villes qui sont touristiques, c'est très très différent, parce que le besoin est différent. Ici en Belgique, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une présence digitale, parce que c'est important, il faut brander son lieu, il faut rappeler aux gens qu'on existe. On compte beaucoup plus sur une fréquentation locale, parce qu'on n'a presque pas de touristes. Là-bas, c'est très différent. Il faut être hyper actif sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut finalement rayonner à l'avance pour être sûr que les gens qui vont passer par la ville vont venir. Parce qu'en fait, finalement, c'est 80%, c'est le touriste qui fréquente les lieux, les restaurants et les hôtels dans ces régions. Donc c'est beaucoup plus important. Il faut être beaucoup plus vu. Il faut créer du contenu qui va être beaucoup plus viral. Mais c'est aussi plus facile, parce que les gens qui viennent dans le restaurant, ils vont poster des photos, ils vont taguer le lieu. Donc les comptes grandissent super vite. On contre un peu ce problème de l'algorithme grâce aux fréquentations, aux touristes qui sont là. Forcément, quand on voyage, on est là, on poste 4 fois plus qu'à la maison. On est super content, on est beaucoup plus enthousiaste. Donc c'est vrai que c'est super chouette de travailler pour des clients qui ont des lieux qui fonctionnent avec les touristes. Après, l'approche est la même au niveau du branding, voilà, la création de l'univers du client, c'est assez similaire.
Marrakech pour toi, c'est bien plus que ça. C'est aussi, j'ai l'impression, un peu une deuxième maison. Et tu décides d'y acheter 2 riads et de les rénover pour ensuite les mettre en location. Est-ce que tu nous parles un peu de ce projet? Marrakech, ville que j'adore depuis toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Marrakech, mais moi, c'est vraiment genre, je me suis toujours projeté là-bas. Je me suis toujours vu y vivre à un moment donné. J'en parle à mes amis depuis super longtemps. Même à une époque où Marrakech n'était pas aussi attractif qu'aujourd'hui, parce que maintenant, clairement, tout le monde veut y être. Tout le monde achète là-bas, c'est un peu différent. Mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça. C'était une ville qui commençait à être touristique, mais vraiment, c'était assez campagnard quand même. Il n'y a pas grand-chose qui s'y passait. Ça reste vraiment une ville très calme, pour y vivre du moins. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour la ville. J'ai toujours été souvent, et j'ai toujours eu des amis qui y vivaient. Donc, des amis qui ont ouvert des hôtels là-bas. Après, pendant le Covid, j'y suis allé un peu plus. J'ai toujours adoré la déco là-bas. Genre, tout ce qui était... voilà, maintenant, c'est très connu, mais je veux dire, il y a 10 ans, c'était moins tendance. Les marques copiaient pas ce qui se faisait là-bas. Pendant le Covid, j'ai été là-bas pendant quelques mois. J'ai acheté, j'ai envoyé ici, j'ai revendu ici. Voilà. J'ai toujours eu cet attrait pour ce qui se passait là-bas. Et j'ai toujours eu l'envie de l'amener un petit peu ici. Même dans les lieux que j'imaginais. J'ai toujours ajouté des petites touches un peu ethniques comme ça du Maroc. Et puis oui, décembre 2023, je me balade dans la rue, vraiment sans aucun projet d'acheter quelque chose là-bas. Mais je suis toujours hyper curieux quand je vais dans des villes, je regarde toujours les devantures d'agences immobilières, les prix, les trucs. Et je vois des photos d'un riad et je me dis, mais il est trop beau parce ils l'ont rénové avec des châssis noirs, un peu industriels. Je trouve ça super bizarre. Mais ça me plaisait bien. J'avais mon vol le lendemain matin. Je prends le numéro de l'agence, j'appelle l'agence. Je dis, est-ce que je peux faire une visite encore cet après-midi parce que j'ai vraiment trop envie de voir ce lieu. Elle me dit, ok, on arrive. C'est une Française, trop sympa. On arrive devant la porte. Elle met la clé dans la serrure. Ah, zut, c'est la mauvaise clé. Je dis, ok, ça c'est très marocain. De toute façon, comment est-ce que vous pouvez même imaginer qu'en une après-midi, j'allais visiter quelque chose et que ça allait bien se passer? Je prends l'avion, je pars. Mais cette fille qui s'appelle Emma d'ailleurs, qui est devenue une super amie, commence à m'envoyer plein de photos, de vidéos du riad, en me disant voilà, je t'envoie quand même. Je vois les vidéos, les photos, je me dis merde, j'aime trop ce lieu, il faut que je le voie. Donc j'envoie une copine le lendemain à le voir. Je lui dis écoute, si t'as un bon feeling par rapport à la maison, dis-moi et je reviens demain. Je prends un avion, je reviens, tant pis. Donc elle va le matin, elle m'appelle, elle me dit franchement Pierre, il est trop beau, franchement par rapport au prix, il est trop bien situé, il est cool. J'ai un bon sentiment. Hop, je reprends un avion, je retourne. Je fais une offre pour la maison, le mec l'accepte. Et en fait, là-bas, c'est fou, mais par rapport à l'Europe, en tout cas la Belgique, c'est que tu peux, si t'achètes un lieu, tu peux l'avoir, t'as la clé en 3 jours, en fait. Okay. Donc, en fait, je vais à la banque, voilà, tout se passe super vite, j'ai les clés, je me retrouve avec The Riad en décembre 2023, je me dis waouh! Et là commence l'aventure, Pinterest, les travaux, tout ça. Et puis, en avril 2024, j'ai mon meilleur ami qui vient à Marrakech. Il adore aussi ce genre de projet. Et c'est vrai qu'il faut le dire, Marrakech, c'est connu, c'est maintenant qu'il faut acheter. Il y a la Coupe du Monde en 2030. C'est stratégiquement intéressant d'acheter à Marrakech. Beaucoup de gens le font. Ils sont en train de développer de manière magnifique le tourisme, de manière super saine. Ils font plus de 50% de tourisme tous les ans. Enfin voilà, c'est connu pour être un lieu où c'est bon d'investir. Avec Emma, on va de nouveau visiter un autre petit riad, totalement différent, beaucoup plus typique, trop mignon. Et on fait une offre et on l'achète aussi. Donc on dit wow, en quelques mois, je suis devenu Marrakchi. Ça devient une évidence en fait que je dois passer plus de temps là-bas parce qu'en fait j'ai pas le choix. Parce que je m'étais dit que j'allais gérer ça de loin, impossible. C'est déjà difficile en Europe de gérer de loin des travaux, mais au Maroc impossible. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'y rendre de plus en plus et puis de fil en aiguille, j'ai pris un appartement et maintenant je suis beaucoup là-bas. Trop chouette, c'est trop cool. Ouais, c'est très excitant. Et du coup, finalement, en plus de ça, je me suis dit, puisque je suis là-bas et qu'il y a un potentiel dingue pour les réseaux sociaux, on crée l'agence là-bas. J'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille qui s'appelle Clarisse, qui est chef là-bas au Jardin du Lotus, qui est un super restaurant, elle adore les réseaux sociaux aussi, la communication. On est devenus super amis, du coup on a créé l'agence là-bas à 2. Elle me trouve plein de super clients. Voilà, c'est de fil en aiguille, c'est devenu une évidence d'être à Marrakech. J'ai trouvé ma place là-bas, tout en restant hyper actif à Bruxelles aussi, parce que l'agence continue à tourner ici avec une super équipe. Mais c'est vrai que Marrakech, il est... Et du coup, l'utilisation des réseaux pour tes propres projets, est-ce que tu arrives à t'impliquer sur Instagram pour tes propres riads? C'est terriblement difficile.
Après, voilà, c'est un classique, hein. Il y a une expression qui dit cordonnier plus mal chaussé. Et c'est vrai, waouh. Je pense qu'il y a deux choses. De un, bah, forcément, je donne toujours priorité à mes clients. Ils payent, c'est les premiers à qui je dois, je pense. Donc, c'est vrai que j'arrive toujours en fin de course. Et deuxièmement, pétrifié de mal faire. Donc, je vais peut-être engager une agence pour s'en occuper. Non, mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai adoré prendre des photos des riades. Je vais faire les choses bien. Après, il y a une énorme chance, c'est que c'est moins important parce qu'en fait, on passe par Airbnb, que je les ai mis en ligne, ils sont complets pendant les prochaines semaines. Donc, moins de pression à ce niveau-là. J'ai quand même fait venir des influenceurs, des photographes. Voilà, je sais comment ça fonctionne. Mais il y a moins de pression que si j'avais ouvert un restaurant, par exemple. Mais clairement, il y a un problème. Il y a un petit problème. Mais ça me semble un problème assez classique. Oui. D'ailleurs, je pense que tu étais engagé pour t'occuper de la com de l'agence. Donc, c'est vraiment que c'est évident que parfois, amener quelqu'un d'un œil extérieur pour parler de tes projets, c'est assez stratégique. Ouais. D'ailleurs, j'ai contacté là une photographe pour lui dire, écoute, je suis trop content du riad que je viens de terminer. J'ai en effet des photos, mais j'ai envie d'avoir l'œil de quelqu'un d'autre parce que moi, je le connais tellement, ce riad. Ça fait 1 an que je le fais. J'ai l'impression que je photographie de manière peut-être un peu trop simple. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui met qu'un autre œil. Donc voilà, s'entourer, ça peut être une bonne idée pour ses projets personnels. Complètement. Je m'attendais à cette réponse, c'est pour ça que j'avais posé la question. Et alors, en parallèle de tout ça, tu fais aussi de la consultance, donc tu ne t'arrêtes jamais. On reste toujours dans l'hospitalité. Tu fais de la consultance pour des lieux de restauration qui sont installés au Mix. C'est quoi ton rôle ? En fait, là, j'ai vraiment aidé à la conception du lieu dès son début. Et je le fais pour d'autres lieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de développer aussi à Marrakech. En fait, j'ai juste l'impression qu'à force de m'occuper de lieux qui font de l'hospitalité, autant des restaurants, des hôtels, de voyager, de manger constamment à l'extérieur, j'ai développé juste une connaissance de ce qui fonctionne. C'est pas du tout spécial, c'est juste que je comprends juste ce qui va plaire aux gens. C'est sur des petits détails, hein, c'est au niveau de la déco, au niveau du fonctionnement, au niveau du menu, de l'offre. J'adore donner mon avis. Quand je mange, je suis assez critique de manière positive, hein, mais c'est vrai que j'adore voir comment les choses auraient pu être mieux faites, comment est-ce que on aurait pu faire en sorte que la photo soit prise à tous les coups et pas qu'une fois sur deux. Voilà, tous ces petits détails qui font qu'un lieu, finalement, va mieux rayonner, mieux fonctionner. Et en fait, j'adore faire ça. Donc, quand les gens viennent demander des avis, déjà, je le fais gratuitement et spontanément pour tous mes clients. C'est vrai que j'ai toujours tendance à donner mon avis, qu'on me le demande ou pas. Mais c'est vrai que j'adore donner mon avis. Et c'est vrai que finalement, quand un lieu ouvre et que les gens ont l'envie de créer quelque chose, mais n'ont peut-être pas le goût, le temps, l'expérience, ben, j'aime venir et apporter ma petite pierre à l'édifice et conseiller. Ça peut être sur toute la totalité du projet. C'est vrai qu'ici pour le Mix, comme tu en parlais, les 2 lieux qui ont ouvert là-bas, j'ai adoré travailler pour eux parce que le lieu était déjà tellement bien pensé, le projet grandiose. D'ailleurs, le succès a suivi. Et ils prévoyaient des lieux de bouge au sein de l'endroit, un peu plus sain, forcément avec mon expertise que j'avais précédemment, ça avait du sens. Un lieu un peu plus bar. Il fallait trouver des noms, il fallait faire des logos avec une graphiste, il fallait faire un premier menu, il fallait penser au fonctionnement. C'était juste super challenging, super excitant, équipe incroyable et j'ai beaucoup aimé. L'idée c'était juste de les accompagner au début, puis pendant 1 mois jusqu'à l'ouverture et puis après finalement laisser le truc évoluer. On me rappelle si besoin. Mais moi ce que j'adore c'est imaginer le lieu, le lancer et disparaître. Gérer un lieu, c'est vrai qu'en ayant travaillé, en ayant eu un lieu comme pendant plusieurs années, en ayant travaillé dedans, servi les gens, fait la plonge, tout ça, c'est quelque chose que je connais et que j'ai plus envie de faire parce que c'est un éternel recommencement tous les jours qui m'épanouit pas du tout en fait. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est imaginer, lancer, faire en sorte que ça fonctionne bien et puis après passer à un autre projet. Et tu disais tout à l'heure que tu venais aussi du monde de la mode. Est-ce que la mode et la restauration, ça fonctionne de la même manière sur les réseaux ? Je pense que l'impact peut être aussi positif. Les réseaux sont clairement importants. Après, je pense qu'il y a un côté très spontané avec la nourriture, très animal chez les gens. On se lève, on voit une photo de quelque chose, on prend sa voiture, on va le manger.
Il y a aussi des cravings, comme ça, on se lève avec une envie de quelque chose. Si par malheur, on le voit passer sur les réseaux, on est prêt vraiment à faire un effort pour y aller. Donc, j'adore ça. Je trouve que ce côté aussi qui peut débloquer des choses chez nos clients et qui peut vraiment avoir un impact immédiat. C'est assez chouette. La mode, c'est super différent. Bon, après, il y a la mode d'il y a 10 ans qui a commencé sur les réseaux avec des marques qui ont cartonné comme Cézanne. Ou, voilà, on sait que vraiment, ils ont utilisé le digital de la bonne manière. Aujourd'hui, commencer une nouvelle marque et devoir s'imposer sur les réseaux, je crois que c'est très difficile. Et j'aimerais pas devoir le faire. C'est pas du tout mon secteur, mon créneau. Et quand on vient nous voir en disant, voilà, j'ai une marque, un truc, je me sens pas du tout helpful. On a pas mal parlé de personal branding dans les épisodes précédents. Alors évidemment, tu es associé à WeShare. J'ai l'impression que ton compte personnel, qui compte 24 000 abonnés, il est quand même très distinct du compte de l'agence. Est-ce qu'il y a un côté influence avec ton compte ou est-ce que tu l'utilises aujourd'hui juste pour faire la promotion de tes différentes activités ? En fait, de la même manière que j'ai commencé avec le compte du restaurant sur les réseaux, je l'ai fait avec mon compte personnel, avec cette espèce d'algorithme incroyable. J'ai regardé de nouveau pour les besoins du podcast. Ma première photo était postée en 2012. J'avais une amie qui s'appelait Tony Cowan Brown, qui d'ailleurs toujours, elle habite aux États-Unis maintenant, mais elle avait un blog à l'époque mode. Elle est toujours une touche à tout, qui m'a dit, Pierre, tu dois absolument te mettre sur Instagram. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a dit, non, tu dois aller sur Instagram, tu vas voir. C'est génial, ça va être le nouveau truc. Donc on s'est mis, mais on était 4 sur Instagram. Ouais. Littéralement, j'avais genre 2 amis qui étaient dessus, on postait des photos complètement catastrophes. Et la première photo, je te l'ai screenshotée d'ailleurs parce que je savais qu'on allait en parler, elle est de 21 novembre 2012 et c'est une photo en Inde. Donc pour moi, les réseaux sociaux, ça a toujours été un moyen de montrer des voyages, des expériences. Après, de fil en aiguille, je pense que les marques qui commençaient à mettre du budget sur des influenceurs, des gens comme ça, ont une envie de trouver des gens qui avaient quelque chose à raconter, qui passaient pas juste des looks et des choses comme ça. Et on commençait à approcher des entrepreneurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon expérience sur Instagram en tant qu'influenceur. C'est il y a un bout de temps. C'est une période que j'ai adorée parce que c'était une époque où aussi j'avais plein de projets que je devais financer. On va pas se mentir, ça m'a rapporté de l'argent. J'ai fait de la pub pour certaines choses duquel j'étais très fier. D'autres choses un peu moins, que je disais oui parce que je me disais qu'il fallait en profiter. Bon, j'ai quand même fait des pubs pour des trucs de nourriture absurdes. Enfin voilà, beaucoup de marques d'alcool. Je sais pas pourquoi on me proposait toujours des marques d'alcool. Enfin bref, tout ça est archivé, donc ça sert à rien d'aller chercher. C'est une période passée de ma vie. Mais c'est vrai qu'il y a eu clairement un côté influence sur mon profil. C'est pour ça que j'ai tous ces followers. C'est pour ça que il existe depuis longtemps. Je pense que c'était logique à une époque que ça se passe, surtout que je commençais l'agence. Voilà. Aujourd'hui, mon compte Instagram, il est presque à l'arrêt. J'adore être sur Instagram, j'adore poster encore des stories, des choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la seule, je l'utilise uniquement pour parler de mes projets et aussi pour partager mes bons plans quand je voyage et que je vais manger, parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui me suivent pour ça. Je reçois beaucoup de messages de « Ah, je suis à Bruxelles, où est-ce que tu me conseilles d'aller manger ? Je suis passé à Marrakech, est-ce que tu peux m'envoyer une liste de tes meilleurs restaurants, meilleures adresses ?» Et il y a rien à faire, j'adore ça, donc je continue à partager tout ça. Mais c'est vrai que mon compte n'a plus vocation à influencer qui que ce soit ou voilà. On parle justement d'influence. Je pense que c'est un levier marketing dans lequel tu crois beaucoup. C'est quoi, selon toi, les forces du marketing d'influence maintenant, aujourd'hui ? Après, je pense aussi que c'est quelque chose qui a évolué de manière très marquée les dernières années. J'ai des clients pour lesquels leur projet a vraiment démarré grâce à l'influence. On va pas se mentir, quand on fait bien les choses, ça peut vraiment être un énorme levier, surtout dans ce type de commerce, les restaurants, tout ça, tout ce qui est voyage, c'est énorme. Moi, j'ai beaucoup, avec l'agence, fait de l'influence. Je pense que ça a beaucoup changé aussi récemment, surtout en Belgique. C'est vrai que on a un marché qui était un peu protégé de tout ce qui était contrat, agent. On en a beaucoup d'influenceurs qui partageaient des choses de manière plus spontanée. Donc c'est vrai que peut-être nous on a profité un peu plus longtemps de ce côté influenceur lifestyle qui partage des bonnes adresses sans forcément être payé pour le faire. Aujourd'hui, je trouve que voilà, on sent quand même l'intérêt qu'il y a derrière et parfois ça fausse un petit peu la spontanéité. Donc c'est vrai que j'explique toujours à nos clients, j'ai plutôt tendance à aller vers des profils. Là, je parle vraiment strictement pour des commerces, des restaurants, des hôtels. On voit des profils qui ont 4000 followers, mais qui finalement partagent des vraies adresses, des vrais avis. Et sur les 2000 personnes qui vont voir peut-être leur publication,
il y a vraiment des clients là-dedans potentiels. Donc c'est vrai que j'aime bien quand on fait l'ouverture d'un restaurant, d'un hôtel, qu'on travaille avec une marque. Voilà, créer un savant mélange entre des influenceurs qui, moi, me plaisent, qui véhiculent une image des valeurs que je partage, et finalement un peu des gens qui ont un rôle dans la ville, qui touchent des milieux différents. Et souvent, ce mélange-là fait une chouette influence pour une ouverture, pour un commerce. Mais clairement, ça reste un énorme levier, et quand on le fait bien, ça peut vraiment débloquer, et souvent plus vite. Parce que c'est vrai que surtout en Europe, c'est tellement cher de créer un lieu, c'est tellement cher de se lancer. On peut pas se permettre d'attendre 2 mois avant d'avoir des clients. Par contre, au Maroc, totalement différent. Au Maroc, ils font des soft openings pendant 3 mois. Donc voilà, parce que c'est moins cher, les loyers sont moins chers, le staff est moins cher. Ici, on a besoin d'être vraiment running dès le jour 1. Ouais. Et c'est vrai que faire des bonnes ouvertures avec des influenceurs, s'associer aux bonnes personnes, ça permet aussi d'avoir la visibilité qui va faire qu'on va plus vite fonctionner. Donc clairement, je suis pour. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui et ta vision à long terme de ces outils digitaux C'est une question qu'on me pose quand même souvent, parce que c'est vrai que tout le monde dit « Et si maintenant Instagram s'arrête, qu'est-ce que tu vas faire ?» Voilà, c'est vrai que je me suis toujours diversifié pour cette raison-là. Surtout moi qui ai grandi avec Instagram, et tout mon business c'est vraiment parti de là. Ça fait toujours un peu peur de dire que ça pourrait s'arrêter à tout moment, et on sait que c'est possible. Je veux dire, avec même politiquement et tout, ça a déjà été prouvé que ça peut s'arrêter. Donc c'est vrai que se diversifier. Après, tous les mois, on nous parle de quelque chose de nouveau. Tous les mois, on nous dit « Oh là là, il y a ça qui a changé ». Voilà, on trouve toujours une solution pour continuer à donner la visibilité à nos clients. Mais je pense oui, se diversifier, faire plein de choses différentes, et puis rester au courant de ce qui se fait. Et ouais. Alors, on va un peu changer de mood. Social Kids, on veut le concept comme un terrain de jeu, un peu la cour de récré de l'agence. Donc, on va jouer à un premier petit jeu qui s'appelle Touche-Touche. C'est très simple, tu dois juste répondre du tac au tac. Ok. C'est parti. Bruxelles ou Marrakech ? Marrakech. Instagram ou TikTok ? Instagram. Photo ou vidéo ? Vidéo. Hôtel ou restaurant ? Restaurant. Mode ou food ? Food. Photo au flash ou photo lumière naturelle ? Naturelle. Stratégie ou création de contenu ? Création de contenu. Et on va terminer sur un deuxième petit jeu, une question que je pose souvent aux invités. C'est le jeu du petit poisson rouge. Dans la cour de récré, tu peux traverser la mer Rouge à certaines conditions. Je vais commencer une phrase et je te laisse juste la terminer. Réussir dans le monde de l'entrepreneuriat à condition de... Bien s'entourer. Vraiment, je pense que mon parcours le prouve. C'est important de bien s'entourer. Aujourd'hui, j'ai une équipe géniale à Bruxelles qui me permet du coup de développer d'autres projets. Et on sait rien faire tout seul. Franchement, on peut essayer, on peut un peu batailler, mais si on n'est pas avec des chouettes gens à qui on peut faire confiance et qui sont bien formés et qui peuvent vraiment nous amener plus loin, je pense pas qu'on s'allait très loin. Merci Pierre pour cet échange, c'était un plaisir de t'avoir au micro. Merci à toi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de Social Kids saison 1. Ciao.